Mon époque, ma radio. La République, oui, la République. Je vous demande de vous arrêter. La République du Move, une émission de la rédaction. Non, vous avez déjà posé 10 questions. Présentée par Laurent Kramer. Mais c'est insupportable à la fin. Mais Je vous peux voyez. parler, oui. De larges sourires des deux côtés de la table, c'est ce qu'on pouvait voir ce matin dans la presse. François Hollande a reçu hier soir Eric Schmidt, le PDG exécutif de Google, hier soir à l'Elysée, avec l'idée de lui remonter les bretelles, de lui faire payer une nouvelle taxe pour aider la presse en ligne. Ce matin, on parlait dans la presse de négociations, mais depuis des semaines, on assiste à des menaces des deux côtés. Projet de loi, nouvelle taxe du côté du gouvernement, boycott de la presse du côté de Google. Au-delà de ces sourires, qui bluffe le plus dans cette histoire? Que peut le politique face aux géants du web? C'est le sujet de notre émission de ce soir dans La République. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petit détour par Notre-Dame-des-Landes. On retrouve sur place Dominique Fresneau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coprésident de l'ACIPA, l'association des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce matin, vous étiez avec eux lors de ce délogement des forces de police. Ils sont venus vous déloger sur le lieu-dit du Sabot. Racontez-nous ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est une opération César baptisée par le préfet de Loire-Atlantique de la région de la Loire, et ils sont venus déloger la centaine d'habitants qui occupent le terrain depuis maintenant 2 ans. Voire. Alors, on vous entend assez mal. On va essayer de continuer. Est-ce que il y a eu des violences, comme ça a été indiqué dans un communiqué? Alors, c'est-à-dire que là, ce qui n'avait pas été fait par la droite pendant... Maintenant, la gauche le fait violemment, c'est-à-dire qu'on a mis à disposition... Dominique Fresneau, je suis absolument désolé. Visiblement, votre portable passe très mal. On essaiera de vous retrouver un peu plus tard dans l'émission. On va enchaîner maintenant avec le vif du sujet, c'est-à-dire ce qui nous intéresse ce soir. Que peuvent les États et les pouvoirs publics face aux géants du net? On en parle ce soir avec Sandrine Bélier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée européenne Europe Écologie. Vous intervenez au Parlement européen, notamment sur tout ce qui touche aux libertés sur le net. Invité de cette République également, Jean-Marc Manac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à ovni.fr et vous observez, vous aussi, régulièrement toutes ces tentatives des États et des chefs d'État et des pouvoirs publics d'essayer, notamment, par exemple, de faire changer les habitudes de Google. C'est ce qui s'est passé hier soir à l'Elysée. D'ailleurs, pas mal de questions de société sont posées régulièrement, aussi bien par les internautes que par les politiques et les associations sur la question des protections des données privées des internautes ou encore le droit à l'oubli sur le net, en passant par la fiscalité, ce qui était le sujet de la rencontre hier soir entre François Hollande et Eric Schmidt, le PDG de Google. On va d'abord parler donc un tout petit peu de Google et de cette rencontre d'hier soir. Est-ce que ça a un sens pour vous? Je commence par vous, Jean-Marc Manac. Est-ce que ça a un sens pour François Hollande d'essayer de faire plier Google? Est-ce qu'il est bien engagé pour tenter de faire plier ce géant du net? Ça me fait un peu penser au 19e siècle, quand il y avait des chefs du gouvernement américains ou des hauts responsables américains qui allaient rencontrer des chefs de tribus indiennes pour essayer de leur faire comprendre que maintenant il fallait payer pour avoir de l'eau, qu'il fallait payer pour planter un tipi, qu'il fallait payer pour faire plein de choses. Là, concrètement, on est un peu dans la droite ligne de ce que faisait Nicolas Sarkozy auparavant, avec des politiques qui essayent de coloniser Internet. Alors, à l'époque, Nicolas Sarkozy disait qu'il voulait civiliser Internet. Après, il s'est aperçu que civiliser Internet, ça faisait un petit peu colonisateur, donc il a arrêté de dire ça, mais il a gardé à peu près les mêmes réflexes. Et là, on a donc un président de la République qui, poussé par un lobby de la presse, essaye de faire payer Google pour que Google paye pour avoir le droit de faire un lien, ce qui est complètement hallucinant. Demander à une entreprise de payer pour avoir le droit de faire un lien, c'est comme dans les années 90, quand il y avait des sites web qui exigeaient qu'on demande une autorisation écrite pour avoir le droit de faire un lien sur Internet. Faire un lien, c'est la base de ce qu'on appelle l'hypertexte. C'est la base du web. Donc si on commence à nous faire payer pour faire un lien, on va à l'encontre complet du mécanisme, du fonctionnement du web. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui ne connaît pas bien le fonctionnement du web, et les auteurs de cette fameuse Lex Google qui viennent du Nouvel Obs sont des gens qui sont connus depuis des années pour être un petit peu des ennemis d'Internet, pour se méfier d'Internet. Donc c'est des gens qui arrivent après la bataille, qui arrivent après que Google ait commencé à référencer le web, et qui disent maintenant pour que Google puisse continuer à faire ce pourquoi il est bon, maintenant il faut qu'il paye.
Alors il y a d'autres sujets qui concernent Google, par exemple au niveau européen, cette nouvelle disposition qui demande à Google de payer effectivement une TVA, ce que Google ne fait pas, ou en tout cas par exemple Amazon ou Apple. Sandrine Bélier, vous êtes députée européenne, est-ce que c'est un sujet qui doit se légiférer au niveau européen ? Alors, permettez-moi tout d'abord, puisque vous étiez en ligne avec notamment les expulsés de Notre-Dame-des-Landes, d'exprimer la solidarité et d'être particulièrement choquée sur la manière dont les choses se font aujourd'hui à Nantes et pour cet aéroport. C'est un dossier qui est arrivé au Parlement européen cette semaine. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler. Est-ce que vous pensez que ça restera ou c'est une tâche sur Jean-Marc Ayrault, qui est maintenant Premier ministre ? Je pense qu'il est incompréhensible et de la part du Premier ministre la manière dont se passent les choses. Qu'est-ce qui justifie cette urgence ? Qu'est-ce qui justifie cette violence ? Il y a un projet d'aéroport. Il y a des études qui mériteraient d'être faites, notamment sur le respect sur les territoires, sur l'eau. Il y a vraiment. Enfin, moi, je vais vous dire, à la fois, je suis choquée et j'ai une incompréhension totale par rapport à la manière dont se passent les choses depuis quelques semaines. Ceci étant dit... Alors on va revenir sur notre sujet. On va revenir sur notre sujet, mais je pouvais difficilement passer à côté de cette question. Et vu l'actualité. Alors pour rebondir, cette déclaration d'Aurélie Filippetti par exemple, qui est ministre plénipotentiaire de la culture et de la communication, qui dit sur France Inter en début de semaine: il ne faut pas qu'on considère que tous les combats sont perdus face à ces grandes entreprises du numérique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je ne comprends pas l'idée même de se dire que le pouvoir politique, les responsables politiques seraient privés de tout pouvoir face à un secteur économique, quel qu'il soit, que ce soit le secteur d'Internet ou autre. Je pense qu'on n'a jamais été privé de quelconque pouvoir. La question, et la vraie question en tout cas pour moi, c'est la manière dont on a abordé l'évolution et Internet. Le politique s'est positionné très très tôt en tant que censeur. On a mis en place un certain nombre de mesures, c'était l'OPSI, c'était Adopi, mais à aucun moment, alors que la réflexion aurait dû être celle-ci, on a envisagé Internet comme un nouvel espace démocratique, et on l'a envisagé d'une manière globale, avec une vision globale. C'est un espace de communication, c'est un espace d'expression, c'est aussi un espace commercial aujourd'hui. Il s'agit, de la même manière qu'on a pu le faire en d'autres temps, quand la presse est sortie, d'envisager l'usage d'Internet en définissant des droits et des devoirs. Il y a un certain nombre de droits qui existent et devoirs qui existent déjà, qui sont applicables. Je ne vois pas pourquoi l'ensemble du web, Internet, et l'ensemble de ses acteurs ne répondraient pas aux mêmes droits et obligations que dans le monde réel et tels qu'ils doivent s'appliquer en République. Est-ce que pour autant, il n'y a pas dans la façon dont est posé le débat, aussi bien par François Hollande aujourd'hui ou par Nicolas Sarkozy dans son mandat, un côté caricatural, de monter un peu l'opinion publique contre une forme de caricature que l'on peut faire de ces géants de l'Internet ? Je pense qu'il y a une idée de caricature et ça vient du fait que nous avons des responsables politiques qui ne comprennent pas le web et qui en ont peur. Qui ont peur du manque de contrôle, qui ont peur de ne pas contrôler ce qui peut s'y effectuer et qui ne vivent pas avec leur temps. Aujourd'hui, Internet est dans l'usage qu'on peut en faire. Moi, je considère que c'est un espace, en effet, on n'exerce plus le pouvoir politique de la même manière. On est en lien direct, on peut être interpellé, on peut échanger, on peut s'inspirer. Ça n'enlève rien au travail et déplacements et les relations directes qu'on a sur les territoires, mais c'est avec Internet aujourd'hui, dans l'exercice du pouvoir, c'est un lien direct et quotidien avec l'ensemble des citoyens. Donc pour vous, ça n'a aucun sens de vouloir encadrer, réprimander tous les acteurs du net ? Pas plus qu'il ne s'agit de réprimander d'autres acteurs économiques. Je prends un exemple très simple. C'est beaucoup plus branché, c'est fait beaucoup plus enfin je sais pas comment on pourrait dire aujourd'hui, de s'attaquer à Google que s'attaquer à la famille Peugeot qui va se réfugier en Suisse, que s'attaquer à toutes ces entreprises qui sont fiscalisées au Luxembourg. Je n'ai rien contre le fait de faire payer les riches et de taxer les riches. Effectivement, Google, Facebook sont localisés entre le Luxembourg et l'Irlande, mais il y a plein d'autres multinationales et il y a plein d'autres personnes qui profitent du fait que c'est légal d'être domicilié dans les paradis fiscaux. Et donc je m'étonne de voir qu'on a cette fixette là sur Google et peut-être qu'on l'aura sur Facebook dans quelques temps, mais que par contre on parle pas de tous ces autres entreprises françaises
qui se délocalisent en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg. Ça devrait être le même combat, mais ça fait plus branché de s'attaquer à Google parce que c'est un grand géant américain et qu'il est dans les nouvelles technologies. Donc bon. Alors ce soir, on va pas faire le débat de pour ou contre Google ou pour ou contre Apple ou Microsoft. On va essayer de voir les rapports de force entre les politiques et ces géants du net, comme je les appelle depuis le début de l'émission. On va revenir sur ce que vous décriviez également au début de l'émission, Jean-Marc Manac, sur la progression du discours politique, notamment chez Nicolas Sarkozy. Il a tensé au début les Apple, les Microsoft et les Google en disant on va pas leur faire de cadeaux. Ensuite, il a parlé de civiliser l'Internet, et puis ensuite il y a eu ce fameux IG8 où là il a fait venir tout autour de lui tous les acteurs du web pour c'était pas tous les acteurs du web, c'était 95% de chefs d'entreprise. Justement, on parlera de la méthode. En tout cas, il a voulu changer de discours pour paraître, comme vous le disiez, un peu plus dans le vent, parce qu'il sentait bien que c'était un peu ringard. Et puis au final, on va l'entendre dans cette succession de sons d'archives, au final il va lui-même inaugurer un des sièges de recherche de Google à Paris. C'est en décembre 2011. Écoutez. Je crois qu'il est venu le temps maintenant de se faire confiance les uns les autres et de construire un modèle en additionnant nos compétences, en écoutant ce qu'ont à dire les grands opérateurs d'Internet, dont je suis certain qu'ils sont profondément responsables, que eux écoutent ce que nous avons à leur dire pour trouver un chemin pour un Internet civilisé. Ces algorithmes qui font votre puissance, cette innovation permanente qui fait votre force, sont votre propriété et personne ne le conteste. Chacun de vous, chacun de nous peut donc comprendre que l'écrivain, le réalisateur, le musicien puissent avoir les mêmes droits. Eh bien, les États souhaitent engager avec vous un dialogue. Pourquoi, en tant que président français, je viens chez Google ? Google est une entreprise monde, fantastique, mais qui doit faire attention à ne pas être vécue comme tellement grande qu'elle étouffe. Et c'est là que Eric m'a dit, mais dans le fond, il faut qu'on se comprenne mieux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on se comprenne mieux ? Je lui ai répondu, développer des emplois en France, créer un centre de recherche en France. Et je viendrai l'inaugurer. Alors je pose la question à mes deux invités, Jean-Marc Manac du site ovni.fr et Sandrine Bélier, eurodéputée d'Europe Écologie. Est-ce que François Hollande n'est pas en train de répéter les mêmes erreurs de méthodologie pour arriver aux mêmes constatations ? Alors, faut espérer que non. Et puis, vous avez oublié un détail, et c'est là où on se rend compte que Nicolas Sarkozy n'était pas toujours très, très cohérent et parfois un peu schizophrène. C'est que c'est aussi lui et la France, au moment de la présidence de l'Union européenne, qui ont introduit dans le débat, c'était le paquet télécom en 2008, qui ont poussé à ce qu'on ait un régime de répression sous le modèle Hadopi à l'échelle de l'Union européenne. Donc, il est bon, ou en tout cas, il est amusant d'entendre dans le discours de Nicolas Sarkozy qu'il a envie de protéger, de préserver les opérateurs du net. Il serait assez bon, et un conseil que je donnerais à François Hollande, de penser à préserver avant tout les droits des internautes et de cesser d'imaginer que on a d'un côté des opérateurs, de l'autre un certain nombre d'entreprises du numérique, et puis au final on se préoccupe toujours en dernier lieu du citoyen, de l'internaute, par des mesures qui visent à la restriction de l'usage plein et entier de ce qu'offre si on doit le web. Continuer la comparaison entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, de ce point de vue-là, vous le disiez, Jean-Marc Manac, ce IG8 a été perçu par beaucoup de monde et les associations notamment comme une façon de mettre un pied à terre face à ces géants de l'internet qui veulent contrôler le net, avec la question de la neutralité du net au final. Mais pour rester sur la question d'Hadopi que vous évoquez à travers vos propos, est-ce que la mission Lescure qui est mise en place là par François Hollande ne va pas reproduire le même schéma également que celui de Nicolas Sarkozy ? Il y a des risques, et c'est vrai que ça n'a pas été une très très bonne surprise que cette mission soit confiée à Monsieur Lescure, qui est, on le sait, très très proche de l'industrie artistique, cinématographique, et que la question qu'il y a derrière Hadopi et le contrôle du net sur la question culturelle est le développement, notamment au-delà de l'industrie culturelle, de la possibilité de penser la culture autrement. Et ça remet en question la production culturelle telle qu'on la connaît depuis une bonne 60aine d'années. Donc, on aurait pu imaginer qu'on ait une personne qui soit un peu moins liée aux intérêts
qui aujourd'hui, je dis les intérêts, puisque c'est l'industrie culturelle qui pousse à cette réglementation. Nicolas Sarkozy à l'IG8 avait fait un lapsus absolument formidable. Il avait dit « vous les internautes ». Les internautes. Ouais. Et ensuite, il avait laissé entendre que tous les chefs d'entreprise qu'il avait en face de lui, parce que pour lui, les internautes, c'est forcément que des chefs d'entreprise, ça peut pas être des citoyens. Sur Internet, c'est fait que pour faire du business. C'est comme ça qu'il le pensait. Il disait, mais vous n'êtes pas tous des voleurs. Sous-entendu, comme si, c'est un deuxième lapsus, une façon de dire qu'effectivement ceux qui font du business sur Internet sont forcément des voleurs. Avec François Hollande, on n'est pas à ce niveau caricatural d'incompréhension du net. Par contre, et je vais prendre un autre exemple, la France s'est fait connaître l'année dernière parce que une entreprise française a conçu et vendu un système de surveillance totale de l'Internet à Kadhafi. On n'a jamais entendu François Hollande s'exprimer sur ce sujet. Il y a juste eu une réponse parlementaire la semaine dernière qui dit que oui, nous avons entamé une réflexion pour voir en quelle mesure, à l'avenir, des entreprises françaises ne pourront pas vendre aussi facilement à un dictateur un système de surveillance de l'Internet. Donc, par contre, François Hollande, Aurélie Filippetti et consorts ont beaucoup discuté de la suite de la Hadopi, de la taxe Google, enfin, des choses qui sont vraiment dans la droite ligne de ce que Sarkozy a fait. Donc, je pense que là, on a en face de nous des gens qui ne sont pas des internautes, et c'est pas grave de pas être un internaute. C'est pas grave de pas utiliser Twitter, de jamais avoir fait de blog, etc. Par contre, quand on commence à vouloir mettre la loi sur Internet, il faut comprendre comment fonctionne Internet. Et visiblement, on a des gens qui comprennent comment fonctionne l'industrie du disque, mais qui comprennent pas forcément comment fonctionne Internet. Est-ce que ça veut dire donc que les chefs d'État, au lieu de se positionner comme des régulateurs, ceux des droits et des libertés des individus et des internautes, ont davantage une vision économique du sujet et donc écrasent toutes les questions qui sont soulevées régulièrement par les associations, la protection des données privées, le droit à l'oubli sur le net? Alors ça, c'est encore autre chose. On va en parler après. La notion de protection de la vie privée sur le net. Non, je pense que... Est-ce que ça passe à l'as par rapport à des considérations économiques? C'est pas que ça passe à l'as, c'est je pense qu'on a vraiment... Pour ça que je faisais l'analogie tout à l'heure avec des colonisateurs. On a en face de nous des gens qui n'utilisent pas Internet. À partir du moment où ils n'utilisent pas Internet, vouloir légiférer sur un territoire qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, c'est un petit peu comme si on demandait à quelqu'un qui a jamais sorti du 16e arrondissement de faire sa loi dans les banlieues. Ça ne marche pas. Si on veut effectivement que ça s'améliore dans les banlieues, il faut vivre dans les banlieues. C'est pas en continuant à vivre dans le 16e arrondissement et en faisant la loi depuis le 16e arrondissement ou en faisant la loi depuis la France sur comment on va répartir le territoire en Algérie ou au Maroc. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas demander à des gens qui ne vivent pas sur Internet de faire la loi sur Internet. Et là, la commission Lescure, c'est effectivement l'industrie du disque qui essaye de vouloir faire sa loi sur Internet. C'est pas comme ça qu'on s'en sortira. La République du Move avec Laurent Kramer. Alors, deuxième volet de notre sujet aujourd'hui, que peuvent les géants du web que peuvent les États face aux géants du web? Toute la question qui concerne la protection des données personnelles. Je me retourne vers vous, Sandrine Bélier. Là aussi, il a été question hier soir lors de cette rencontre entre François Hollande et Eric Schmidt, le PDG de Google, de tous les dossiers qui sont accumulés à l'Union européenne sur l'utilisation que font des entreprises comme Google, qui ont basé toute leur mécanique sur l'utilisation des données privées. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à leur dire attention à la façon dont vous utilisez les données privées, alors même que c'est la base de leur économie? Non, il n'y a pas un paradoxe. Et puis, il est toujours utile de rappeler aux responsables politiques qui sont non seulement garants du vivre ensemble, mais également de la protection de chaque individu qui constitue une société. La question de la protection des données personnelles, c'est un des éléments qui a fini de convaincre une majorité de parlementaires européens à voter contre le traité anti-contrefaçon ACTA. Et on oublie très souvent, et vous avez raison quand vous posiez la question, est-ce que nos responsables politiques sont plus enclins à se laisser guider par l'intérêt économique plutôt que par la protection des libertés publiques? Je l'ai vécu et pendant 3 ans au sein du Parlement européen et dans les différents États. En effet, on avait un certain nombre de responsables politiques qui étaient plus enclins à mettre en avant les droits économiques et de développement économique au détriment de la protection de la vie privée, au détriment de la protection des données personnelles. Et le déséquilibre ne les choquait
pas plus que ça. Aujourd'hui, la protection des données personnelles est garantie par la Déclaration des droits de l'homme, est garantie par la Convention européenne des droits de l'homme, est garantie par la Charte des droits fondamentaux. On voit c'est non négociable. Oui, mais il y a eu énormément d'écarts. Donc, qui fait la police pour toutes ces questions? On sait que, par exemple, il y a eu le scandale Street View où les Google Cars aspiraient tout un tas de données personnelles. Récemment encore, la CNIL vient d'envoyer une lettre en recommandé à Larry Page, donc le PDG de Google, pour lui demander, elle a été mandatée, la CNIL, par 27 autorités nationales européennes pour enquêter sur le respect de la confidentialité des données privées, notamment sur la question de l'information qui est donnée à l'utilisateur, encore une fois, et sur la conservation sans limite de temps de ces données personnelles. Il faut mettre les choses au clair. La directive européenne de 95 sur la protection des données personnelles, en fait, c'est une directive sur la libre circulation des données personnelles, de sorte que les États de l'Union européenne puissent faire du business avec les données personnelles tout en respectant les droits des citoyens. Là, on s'attaque à Google ou on s'attaque à Facebook. Et je veux pas passer pour un défenseur de Google ou Facebook parce que c'est pas du tout le cas. Par contre, ce que je sais, c'est que Google et Facebook respectent la loi américaine. Et quand ils arrivent en Europe, ils respectent la loi irlandaise parce qu'ils ont leur siège en Irlande. Donc le problème, c'est pas Google ou Facebook. Le problème, c'est la loi américaine. Donc si on arrive, l'objectif, c'est d'arriver à faire plier le gouvernement américain pour qu'il change la loi américaine, pour que toutes les entreprises américaines respectent mieux les données personnelles dans la façon qu'a l'Europe d'avoir instauré un cadre de protection des données personnelles. Mais le problème, c'est pas Google ou Facebook, c'est la loi. Et là, on n'est pas dans un espace d'extraterritorialité. On est dans un problème qui est que comment arriver à faire de telle sorte qu'en France, on change la loi aux États-Unis? C'est très compliqué. Ça prend très longtemps. Mais tant qu'on continuera à se focaliser sur Google, Facebook, Twitter ou telle entreprise privée, on se trompera de combat. Parce que c'est pas là où ça doit évoluer. Il y a les CNIL du monde entier qui militent pour que la protection des données personnelles, la protection de la vie privée, ce soit un droit reconnu par l'ONU. Ça, c'est un vrai combat. Alors Nicolas Sarkozy, avant de partir et de quitter et de laisser sa place à François Hollande, évoquait la possibilité de lancer un conseil européen du numérique, voire un conseil mondial. Est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait trouver des solutions? Encore une fois, ça semble un peu utopique. C'est notamment à ce niveau-là. Je pense pas que ce soit utopique à partir du moment où on a un certain nombre d'États qui sont capables de se mettre d'accord en catimini dans le plus grand secret pour mettre en œuvre la réglementation du web. Je pense au traité anti-contrefaçon ACTA. Je pense qu'avec un peu de bonne volonté, on peut avoir le même effet et un accord à l'échelle de l'Union de l'Union européenne et au-delà pour que le respect des données personnelles et de la vie privée sur le territoire européen au moins puisse être réglementé. Et ensuite, moi je vais vous dire une chose, on met en place ces textes-là, la protection, c'est comme la limitation de vitesse sur la route. C'est limité à 30, à 60. Ensuite, quand on ne respecte pas la règle, eh bien ça passe par des contentieux où on fait valoir ses droits. Mais il faut qu'ils existent et il faut que chacun puisse s'en prévaloir. Merci Sandrine Bélier, je rappelle que vous êtes députée européenne Europe Écologie. Merci à vous également Jean-Marc Manac, vous êtes journaliste à OVNI.fr. Une émission préparée avec la complicité de Julie Verne et de la rédaction. Demain on partira dans la République aux États-Unis, s'intéresser en particulier aux prêts étudiants, peut-être une nouvelle bulle financière qui risque d'exploser. Mais pour l'heure, 18h30, il est l'heure de retrouver Daniel Morin et Julia Foyce pour la Morinade. Nade.